Sylvia Morbihan, bonjour. Bonjour Laure. Très heureuse de vous accueillir dans le cadre des rencontres des presses universitaires. Alors, vous êtes docteur en cinéma, enseignant, auteur de 2 ouvrages. Le premier s'intitule « Conquête de l'espace et du temps, le cinéma antillais ». Le second, qui nous intéresse donc aujourd'hui, un cinéma décolonial, les personnages du cinéma antillais. Donc, à travers celui-ci, qui est paru aux presses universitaires des Antilles en 2024, vous analysez la production cinématographique antillaise et vous questionnez un regard de l'intérieur en opposition à un regard de l'extérieur, principalement, alors vous dites européen, moi j'avais presque envie de dire hexagonal, mais effectivement on va l'étendre à européen. Alors cet ouvrage est destiné à celles et ceux qui sont passionnés donc de cinéma et peut-être singulièrement du cinéma antillais. Alors, je vous propose, à travers cet entretien, de nous éclairer davantage sur ce cinéma que vous nommez décolonial, au travers de ses personnages et de la distinction que vous faites dans cet ouvrage entre le cinéma antillais pays et le cinéma antillais lotbo. Alors, tout d'abord, le titre décolonial. Pourquoi le nommez-vous ainsi, le cinéma antillais? Alors, c'est peut-être la question qu'il fallait poser vers la fin. Mais c'est intéressant de le prendre dans ce sens-là. J'ai hésité à utiliser le terme décolonial parce que nous sommes dans une phase où on parle beaucoup d'études décoloniales. Absolument. Il y a aussi une forme de guerre conceptuelle entre le décolonial et le post-colonial. Le post-colonial étant discuté depuis plusieurs années sur certains points, et le décolonial travaille à répondre aux limites posées au post-colonial. Donc ça pouvait être un moyen de surfer sur une vague, pour ainsi dire. Dans le même temps, le décolonial lui-même est très discuté. Et on voit qu'en France et par extension dans les pays francophones, les études décoloniales se voient opposer une résistance universitaire très forte qu'il y a eu déjà à l'époque des études post-coloniales. Donc c'était, disons, à double tranchant. Donc il m'importait de n'utiliser le terme que s'il était pertinent par rapport au contenu des films. Leur contenu narratif, dramatique, leurs personnages, etc. Et il s'avère que les personnages du cinéma antillais, pendant les 30 premières années de cette production au moins, eh bien, expriment un sentiment qui est rapprochable de la pensée décoloniale, qui est formulée par un ensemble d'auteurs d'Amérique latine, notamment, que ce soit des sociologues, Quijano, des philosophes, des romanciers, des ethnologues, etc. Cette idée qu'il y a des éléments de continuité avec le passé colonial, esclavagiste et colonial par extension. Je dis bien des éléments de continuité. J'ai fait des études de mathématiques ici, à Fouillol, il y a quelques années, et c'est très intéressant d'observer ces questions-là sous un angle un peu mathématique. Très souvent, dans les débats, on a l'impression que où il y a une discontinuité absolue entre le passé colonial et aujourd'hui, comme si finalement aujourd'hui n'était plus du tout hier. N'était plus du tout lié, effectivement. Plus du tout lié à hier. Et en face, on a assez souvent des gens qui formulent de manière catégorique l'idée que rien n'a changé. Or, on ne peut pas dire que rien n'a changé non plus. Donc, je pense qu'il faut prendre la chose, comment dire, en observant vraiment beaucoup de nuances de gris entre ces deux extrêmes. Et pour revenir au personnage du cinéma antillais, ils expriment le sentiment qu'il y a des éléments de continuité avec le passé colonial. Donc, dans l'idée, le colonial n'est pas tout à fait dépassé. Et donc, on est dans du décolonial, c'est-à-dire qu'on est en cours de. Très bien. Alors, dans ce livre, qui contient plusieurs parties, 4 grandes parties, on va dire, la première partie, donc, vous dites que la dimension biologique, et ça m'a interpellée, la dimension biologique des personnages noirs et métis est évitée dans le cinéma antillais pays. Alors, est-ce que c'est une manière d'éviter la reproduction des clichés? Est-ce que vous pouvez redéfinir ce qu'on entend par l'aspect biologique, la dimension biologique? Oui, là aussi, c'est un sujet délicat. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il y a une dizaine d'années, ma toute première intervention en colloque était en Martinique. Et j'avais fait une intervention sur les enjeux politiques de la mise en scène des corps blancs dans le cinéma antillais. Et ça avait été assez peu apprécié par l'auditoire. Parce que finalement, quand on va sur le plan biologique, on retourne à la question des corps noirs qui ont été animalisés, infantilisés, chosifiés. Ce qui est intéressant dans ce cinéma, c'est qu'on se rend compte que, et c'est une tendance qui est partagée pendant plus de 30 ans par tous les réalisateurs et toutes les réalisatrices, il y a toujours une certaine distance par rapport au corps des personnages noirs ou métis.
il y a très rarement de très gros plans. D'accord. Et il y a même une différence de traitement entre les corps blancs et les corps noirs, de ce point de vue-là. Mais je ne vais pas tout dire puisque, évidemment, le contenu détaillé est dans le livre. Et il y a aussi une immense pudeur dans ce cinéma. On y viendra tout à l'heure, justement. Et donc tout ce qui va être de la mise en scène frontale de la corporéité des personnages, se doucher, avoir des rapports sexuels, faire du sport, etc., est très Il n'est pas vraiment intelligemment montré. évité D'accord. dans ce cinéma. Et je parle bien des personnages noirs ou Les métis. métis. D'accord. En contrepartie, ce sont des situations qui sont montrées pour des corps blancs. Et très souvent, c'est associé à une perte de pouvoir qu'il soit militaire, économique, symbolique, etc. Donc il y a, comme l'a très joliment proposé un des membres du jury de ma soutenance de thèse, une éthique du gros plan dans ce D'accord. cinéma. D'ailleurs, c'est une très belle expression, je trouve. Et il me semble que c'est une démarche qui est faite justement pour s'opposer à cette figure des femmes et des hommes noirs qui seraient premièrement des corps. Des corps animalisés, bestialisés, oui. Absolument. Et exploités. Puisqu'évidemment les esclaves étaient premièrement des corps, Tout à fait. comme force de travail. Et ensuite, si on continue, si on traverse le temps rapidement, on a quand même très souvent dans une représentation extérieure de nos espaces insulaires, une vision exotique qui met en premier lieu Le corps. qui met en scène en premier lieu les corps. Tout à fait. Notamment la dimension sexualisée, sursexualisée, etc. Et je pense que c'est un cinéma qui a vraiment voulu répondre à ce regard extérieur, justement en déconstruisant cette représentation des personnages noirs comme étant des corps en premier lieu. Alors, on va poursuivre. Le cinéma antillais, justement, c'est un petit peu la suite, hein, apporte-t-il justement une autre vision des corps noirs? Et quelle est cette autre vision? Au-delà du fait qu'on va chercher à les humaniser davantage, mais quelle est l'autre vision que ce cinéma antillais pays, et on viendra tout à l'heure sur l'opposition ou la distinction entre cinéma antillais pays et cinéma antillais l'autre bord. Alors, comment effectivement, qu'est-ce que ce cinéma antillais pays apporte au corps noir davantage? Alors je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à cette question. Ce qui est certain, c'est que pendant une trentaine d'années, il y a, je reviens sur cette idée d'une pudeur dans la représentation des corps noirs, qui travaille, et vous l'avez dit, à les humaniser, avec un jeu de bascule qui est intéressant, qui est que dans le même temps, on va biologiser, entre guillemets, dans certaines situations, on va corporéiser, entre guillemets, des personnages blancs, comme s'il y avait un jeu d'inversion, D'accord. finalement. Il me semble que c'est un cinéma qui est encore à ce stade de réponse. Je ne suis pas sûr qu'il ait déjà proposé une autre représentation des corps noirs. Je pense qu'on est dans une phase de déconstruction. Par contre, ce que je peux également dire, c'est que depuis une dizaine d'années, on va vers des intrigues où les personnages sont de plus en plus des individus, avec des problématiques personnelles, avec des psychologies développées, et ça va de pair avec une corporéisation de ces personnages, qui finalement vient, depuis une dizaine d'années encore une fois, contredire ce processus de débiologisation des personnages noirs et métis dans ce cinéma. Mais ce qui m'importe de préciser, de rappeler, c'est que pendant 30 ans, il y a vraiment un travail de déconstruction. Alors en fait, on peut même le Qui est fait par ce rapprocher, cinéma. ce cinéma antillais pays, de la littérature, parce qu'on se rend compte que, par exemple, la littérature écrite par les colons a tendance à justement rendre ces corps des corps spectacles même, pourrais-je dire. Oui. Et après, avec la négritude, etc., on se rend compte qu'il y a une autre façon de regarder le corps noir, un corps qui va devenir un corps qui pense et non pas juste un corps qui est destiné à être regardé. Alors, Absolument. pouvez-vous nous expliquer pourquoi le cinéma antillais pays, donc ça, on est encore hein, sur le corps noir, utilise rarement les gros plans, ou de temps à autre, mais pourquoi ça va être rarement utilisé des gros plans sur les personnages noirs ou métis? Alors je reviens sur cette question de la proximité avec le corps, mais le corps en tant que matière, pour ainsi dire. L'autre point, c'est qu'on se rend compte que quand il y a des très gros plans, ou des gros plans rapprochés, on peut mettre une nuance entre ces deux types de valeurs de plan, très souvent, quand ça concerne des personnages noirs ou métis, c'est parce qu'ils sont en situation de danger. Comme si la proximité
avec le corps noir D'accord. était la manifestation d'une mise en danger de ce corps noir. Et je me permets de penser que c'est tout à fait lié au traumatisme lié au passé esclavagiste et colonial. Comme quand ils étaient vendus en place publique et qu'il fallait les tâter, Absolument. Ou même les agressions physiques, les punitions, les tortures, etc. Donc je pense qu'il y a aussi cette distanciation-là que j'ai analysée sous l'angle de la proxémie telle qu'elle a été proposée par Stuart Hall. Vraiment une forme de ligne invisible de sécurisation des corps noirs. Est-ce que vous pensez que les réalisateurs sont conscients de cela ou c'est inconsciemment que ces choses-là sont faites? Alors, je commence par dire que je n'ai pas interviewé les réalisateurs. Je ne l'ai fait qu'avec quelques-uns lorsque je n'avais pas accès à des supports de leurs films. D'accord, C'est un choix méthodologique que j'assume tout à fait. Je ne voulais pas être influencé par ce que les professionnels disent de leurs propres films. d'accord, Je voulais vraiment analyser la matière filmique, concrètement ce qui est dans les œuvres. Parce que j'ai pu me rendre compte qu'en études cinématographiques comme en études littéraires, quand on s'en va poser des questions directement aux auteurs, en réalité, on manque parfois de distance par rapport à comment eux voient leurs œuvres. Et le regard qu'ils ont sur leurs œuvres n'est pas nécessairement ce qu'ils y ont mis. c'est vrai. Et on peut quand même invoquer la question de l'inconscient du créateur. Il y a quand même il y a une part d'inconscient dans une œuvre. Je peux en parler d'autant plus que j'ai aussi une pratique en réalisation, et que parfois quand je visionne quelques mois ou quelques années plus tard un film que j'ai fait, je peux me rendre compte d'associations que j'ai pu faire par montage, par exemple, ou certains choix de cadrage ou d'accompagnement sonore que je n'ai pas fait sciemment ou consciemment. Donc il faut assumer cette part-là. Euh, Tout ça pour dire que voilà, je ne les ai pas interviewés. Je pense sincèrement que ça n'a pas été fait consciemment. Parce que comme ils sont nombreux, parce que dans votre ouvrage, vous utilisez un corpus de films qui est quand même assez large, même si on sait qu'il n'y a pas non plus 150 000 films, mais en fait, il y en a quand même qui reviennent. Le réalisateur Christian Lara, Guy Deslauriers, Eusanne Palsy. Donc, je me dis, autant de personnes différentes, de réalisateurs différents, hommes comme femmes, et pourtant, on note quand même cette approche commune. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis demandé, est-ce que c'était conscient ou finalement, est-ce que c'est l'histoire qui peut-être est inconsciente en nous qui fait qu'on aurait tendance à réagir de la sorte et à montrer, à éviter les gros plans C'est la seconde hypothèse que D'accord, je mets en avant. Je pense que ça n'a pas toujours été fait consciemment ou alors à différents niveaux de conscience. Et je pense que c'est la violence de l'histoire, que c'est ce que j'appelle le contentieux colonial, le passé colonial, l'histoire coloniale, qui ont pu dicter, entre guillemets, certaines réactions d'accord. dans les modalités de représentation. Comme si l'histoire, finalement, avait sommé ces réalisatrices et réalisateurs de réagir à, encore une fois, une violence de l'histoire et une représentation des corps noirs et métis. Et je trouve que c'est très intéressant parce que quand on va dans des cinémas qui sont voisins géographiquement, on n'a pas cette réaction là dans la représentation des corps dans les cinémas anglophones par exemple, D'accord. ni dans le cinéma noir américain qui très vite d'ailleurs joue de la puissance du corps des Oui, personnages noirs. exact, exact. Euh, donc c'est intéressant à observer comme différence de traitement. Alors, la pudeur, vous en parliez tout à l'heure, semble caractériser le cinéma antillais pays. Alors, comment se caractérise cette pudeur? La pudeur, j'y reviens, hein, c'est le fait d'éviter un ensemble de situations où le corps est mis en scène frontalement. Il y a très peu de séquences de sport. On les compte sur les doigts d'une main. Elles sont souvent traitées d'ailleurs sous un angle comique. Alors que si on va du côté des cinémas caribéens anglophones, le sport est souvent mis en avant Oui, comme lieu d'émancipation. exact. Et puis on va éviter, mais même les séquences de repas, pendant très longtemps, la mastication est évitée. Alors, elle est évitée ou elle est minimisée avec des plans qui sont pris au loin. Au moment où la mastication va devenir manifeste, on coupe court et on passe au plan suivant. Voilà, c'est un ensemble comme ça de choix de traitement, de choix de réalisation, de mise en scène, qui construisent
cette pudeur vis-à-vis des corps noirs. Et encore une fois, c'est pour mettre en avant le fait que si ces corps ont une fonction première, c'est celle de parler. Alors, à un certain moment, vous citez donc le film Le Roi Béhanzin et vous parlez de ces 2 femmes. Donc il y a donc, France Zobda qui joue le rôle de Régina, je crois que Oui, c'est tout à fait, Régina. et puis l'autre femme qui, elle, est une des concubines d'origine africaine, donc du roi Béhanzin et vous notez que la manière de traiter le corps de chacune d'elles est différent. Pourquoi justement? Oui, ça va jusque-là, c'est très surprenant. D'ailleurs, c'est un point qui n'est pas beaucoup plu lors de ma présentation il y a une dizaine d'années. On a d'un côté Régina, qui est une femme martiniquaise, identifiée en tant que martiniquaise, qui est Métis. l'une des compagnes, Mmh. qui par ailleurs est métisse, qui est l'une des compagnes donc, du roi Béhanzin qui vient d'Afrique. Mais lui, il est arrivé en Martinique avec une cour de femmes africaines Exact. qui l'ont suivi. Et il y a dans ce film, à un moment, à 2 moments différents, 2 traitements différents de la nudité. Exact. Et la femme africaine est filmée seins nus, de face, dans un plan plus long que la femme martiniquaise, qui elle est filmée de profil, de plus loin, dans un plan plus court. C'est-à-dire que cette protection des corps des femmes antillaises, précisément, hein, noires ou métisses, eh bien, va jusqu'au fait qu'on filme plus frontalement un corps de femme africaine, identifié comme étant d'Afrique. Voilà, exact. Identifié comme étant d'Afrique, et non pas d'origine ayant une histoire caribéenne. Alors, je me permets aussi de rappeler, et je l'ai précisé dans le livre, que la plupart des films ont été faits par des hommes. Oui. Donc c'est peut-être aussi une manière, en tant qu'homme réalisateur, de protéger finalement, et je vais le dire de manière un peu frontale peut-être, nos femmes, eh bien, d'un regard qui peut être considéré comme étant étranger, ou d'une prise de possession qui peut être considérée comme étant étrangère. Il y a peut-être cette dimension-là aussi. D'accord. Alors, la première partie de cet ouvrage donc est consacrée au corps et à la parole, et vous mettez en exergue le personnage du conteur. Quel rôle joue-t-il dans le cinéma pays, le cinéma antillais pays? Alors, puisqu'on utilise beaucoup cette expression depuis tout à l'heure, pour précision, effectivement, on aurait pu commencer par ça, par cinéma antillais, j'entends l'ensemble des longs métrages de fiction, faits par des réalisatrices ou réalisateurs guadeloupéens ou martiniquais, toutes origines confondues, ou d'origine guadeloupéenne ou martiniquaise, hein, puisqu'il y a une communauté antillaise de France hexagonale, et puis il y a aussi une diaspora antillaise un peu partout dans le monde, comme il y en a pour évidemment d'autres pays, d'autres peuples, d'autres populations. Et dans ce cinéma antillais, on a en fait 3 catégories. On a le cinéma antillais pays, ce sont les films qui se déroulent majoritairement en Guadeloupe ou en Martinique. Et puis après, on en parlera tout à l'heure peut-être, le cinéma antillais Lot-Bas-de-l'eau, qui est le cinéma antillais de France hexagonale, pour le dire rapidement. Et le cinéma antillais au tout de bas. Dans le cinéma antillais pays, l'importance du conteur créole, elle est centrale. C'est-à-dire que s'il fallait définir un personnage récurrent qui caractérise ce cinéma dès les premiers films et qui va être mis en scène à travers différents avatars pendant plus de 30 ans, et encore aujourd'hui dans une relative mesure, c'est le conteur créole historique. Et ensuite, on va construire différents avatars. Par exemple, Coco Lafleur, de Coco Lafleur Candidat, un premier long métrage de fiction antillais de Christian Lara, le tout premier film antillais qui ait eu une sortie commerciale en salle, en 79. Coco, il est identifié comme étant un conteur. C'est quelqu'un qui se met en situation de conteur créole à des moments stratégiques de sa vie, de son quotidien. Et on va avoir comme ça une traversée de cette figure du conteur, dans un premier temps historique, donc de l'habitation, ou de la veillée mortuaire, et ensuite des conteurs en situation, pour ainsi dire, des avatars de conteurs. Quand j'ai des avatars de conteurs, ça peut être par exemple une speakerine à la radio, et qui dit mes enfants, je vais vous conter l'histoire de mes arrière-grands-parents. Et on est donc encore une fois dans une situation de conte, qui souvent est nettement identifiée comme étant créole, avec les interpellations que nous connaissons. Yekri, Kekwa, Kimistikoy, Kimistikoa, Kaboubou, Dia, etc. Et également les Tim-Tim. Donc on a un ancrage dans une oralité spécifique, qui n'est déjà pas celle du griot africain, par exemple.
Voilà. Justement, j'allais vous demander, est-ce que c'est une façon aussi de montrer qu'il y a eu cette traversée et que finalement, même si on a gardé cette oralité, mais quelque part, il y a eu une adaptation donc au contexte, à l'histoire, même si on a, parce qu'à un moment, Missier Médouze, dans la rue Cazenègre, qui dit effectivement que quand il va mourir, il ira rejoindre, il repartira quelque part Il en dit qu'il Afrique, repartira en Afrique, voilà, ouais. il refera la traversée donc en sens inverse, et en fait, on se rend compte que c'est aussi à travers cette parole qu'il le dit. Donc la parole, finalement, dans le cinéma antillais pays, semble avoir une connotation qui est très très forte. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les esclaves, les afro-descendants, les personnes mises en esclavage, en avaient été privées? Oui, absolument. C'est ce que je pense. Je pense qu'il y a les deux aspects qui ont déjà été évoqués. C'est la question du silence qui était imposé aux esclaves, en tout cas d'une parole qui était une parole limitée, cadrée, contenue, sauf Parole de soumission, oui. parole de soumission, sauf, rappelons-le, dans les situations de conte créole précisément. Et d'ailleurs, c'est une question très complexe. Hein. Certains auteurs, Édouard Glissant par exemple, et après les auteurs de la créolité, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Jean Bernabé, rappellent que les conteurs créoles étaient quand même identifiés par les maîtres sur l'habitation. Ils savaient qu'ils existaient. Donc c'était une forme de soupape qui était quand même tolérée par le système de répression. Donc là, on est quand même dans quelque chose d'assez complexe à analyser. Mais en tout cas, la seule situation d'expression, de libération de la parole, qui souvent se faisait par des détours et énormément d'opacité du récit, et Édouard Glissant a énormément analysé cet aspect-là, c'est finalement la réponse qu'utilise le cinéma antillais pour caractériser les personnages antillais. C'est de dire, voilà, avant il y avait cette parole contrôlée, et nous partons de la libération de la parole, et d'une parole qui, effectivement, et je le dis entre guillemets, c'est un mot qui parfois n'est pas accepté, qui est anthropologiquement parlant, tout à fait située comme étant caribéenne. Effectivement. Et plus africaine. Exact, exact. Plus tout à fait. Non, plus tout à fait, c'est vrai. Alors, qu'entendez-vous justement par la courbe de la parole, la courbe du détour? Parce que j'ai vu ça dans l'ouvrage et je pense que c'est quand même quelque chose, une chose sur laquelle on va s'arrêter parce que vous parlez donc de détour, notamment quand il s'agit de politique, par exemple, et donc la courbe de la parole, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une immense question. Dans les grandes lignes, la figure de la courbe m'est venue en analysant les modalités de conflit entre les personnages dans le cinéma antillais pays. Je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de confrontations physiques et qu'il y avait moins de confrontations physiques dès lors qu'il y avait un personnage antillais noir ou métis dans ce cinéma, le cinéma antillais pays, que dans le cinéma antillais Lot-Bodlo, oui. Qui est déjà une distinction extrêmement intéressante. Je pense à Lucien Jean-Baptiste avec une séquence, oui. Absolument. Et dès les premiers films, dès Omadiana de Constant Gros-Dubois, le premier long métrage du cinéma entier, Lot Bodlo, on est en 1979 également, tout comme Coco la fleur candidat, il y a non pas des confrontations physiques, mais des avènements de confrontations physiques. Ce qu'il y a très peu dans le cinéma antillais pays. Donc ça m'a quand même mis la puce à l'oreille, on peut le dire autrement, je ne sais pas, au niveau des yeux. Et je me suis interrogé sur finalement cette tendance à éviter le choc physique. Il m'est venu la figure de la courbe. Et je dois dire que Dominique Berthet, qui dirige la collection Art et Esthétique des Presses universitaires des Antilles, m'avait indiqué à raison que comme c'est une collection d'esthétique, en esthétique, il importait aussi de dégager des formes esthétique qui caractérise ce cinéma. Et finalement, je me suis rendu compte que cette figure de la courbe était, je dirais, le cheminement, la modalité de parole dans ce cinéma. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une parole en courbe? Ça veut dire qu'on va, par exemple, Coco la fleur candidat va passer par un conte créole qui existe, Neg Némaléré. Oui. On le trouve dans un recueil de contes créoles qui est indiqué en bibliographie, qui est indiqué dans le corps du texte également. Et il fait ce détour par le conte créole pour parler de la situation au présent. Donc ça veut dire qu'on ne désigne pas frontalement la situation au présent. Pour le dire rapidement, on ne le fait pas en ligne droite. Et le détour peut passer par des tim-tim. Voilà. Il y a différentes modalités de détour qui finalement
construisent une parole en courbe. On ne désigne pas, encore une fois, frontalement la chose. On passe par un récit et des images, et on en revient à l'opacité du discours dont parle très bien Édouard Glissant, en particulier dans l'essai Le discours antillais. On ne désigne pas directement la chose. C'est vrai. On la désigne par le côté, pour ainsi dire, tout en la désignant nettement en réalité si on prend le temps d'écouter. Et là aussi, c'est une construction d'un régime de parole qui est extrêmement intéressant dans ce cinéma. Est-ce que justement cette parole détournée n'était pas quelque part aussi quelque chose qui se retrouvait sur les plantations? Il ne fallait pas parler frontalement pour que le maître ou le géreur d'habitation ne comprenne pas et n'entende pas. Et il fallait utiliser toute cette symbolique, toutes ces images que l'on retrouve dans le conte, parce que le conte, c'est vraiment un ensemble de métaphores, assez souvent. Absolument. Est-ce que cette opacité-là n'était pas justement pour se préserver des coups de fouet, de la violence, etc. Et que l'on retrouve encore dans ce cinéma? Tout à fait. Je pense qu'on est dans un écho très net entre ce qui se pratiquait comme parole de conteur sur l'habitation, parce qu'effectivement, s'il désignait frontalement la domination imposée par le maître, le géreur, le système colonial par extension, il risquait des sanctions parfois d'une très grande gravité, voire la mort. Donc il s'agissait de dire, mais de manière détournée. Donc je reviens à cette figure de la courbe. Édouard Glissant définit la poésie, là je parle bien de la poésie, comme étant ce qui dit sans dire tout en disant. Exact. Alors ça peut sembler un peu opaque, mais finalement, vous désignez quelque chose en passant par des images qui parfois en sont très éloignées. Et pourtant, vous avez bien désigné la chose. Exact, voilà. Tout à fait. On pourrait dire que c'est une parole qui dit sans dire tout en disant. Alors, la parole des conteurs créoles, bien sûr, et fait. des personnages du cinéma antillais par extension. D'accord. Alors, toujours sur cet aspect, vous notez une évolution dans le cinéma pays antillais à partir des années 1990 avec l'apparition des conteuses, parce que jusque-là, le conteur était une figure masculine, souvent d'un certain âge. C'était pas le petit jeune de l'habitation, c'était toujours quelqu'un qui avait une relative expérience et qui suscitait la confiance. Et là, on voit apparaître à partir des années 90 des conteuses. Alors, qu'est-ce qu'elles vont apporter, ces conteuses, au cinéma antillais pays? Alors déjà, je trouve qu'il y a une certaine originalité de la part de ce cinéma à avoir mis en avant des conteuses. Hein, puisqu'on sait qu'historiquement parlant, les femmes avaient peu leur place dans ce dispositif de conte créole traditionnel. Je ne suis pas sûr de pouvoir dire tout à fait ce qu'elles apportent, même si l'analyse détaillée évidemment dans le livre va donner plus d'informations. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces personnages féminins, que ce soit la jeune Aurélie qui a moins de 10 ans dans Siméon de Zane Palsy en 92, ou que ce soit la speakerine de radio dans Begin de Guy Deslauriers en 2004 par exemple, sont des personnages qui sont mis en situation de conte moins longtemps que les hommes conteurs. C'est-à-dire qu'on les voit commencer à compter. Mais la séquence s'arrête. Et après, elle passe en voix off. Et là, on retrouve une forme de décorporéisation des personnages féminins. Le fait de... finalement, là, on peut dire que ce qu'amènent les personnages féminins dans ce cinéma antillais, c'est que c'est peut-être plus une parole globale de la culture qu'une parole située dans un corps. Et qui d'ailleurs très souvent, ces paroles situées dans des corps, ces conteurs qu'on voit compter face caméra pendant un temps important, dans Coco la fleur candidat, ou dans Rue Cazenègre par exemple, ou dans Le sang du flamboyant, de François Migeon en 1981, qui eux vont tenir un discours plus frontalement politique. D'un côté, on a les hommes qui sont, je vais le dire rapidement, corporéisés dans leur prise de parole, et qui ont des revendications politiques, tandis que les conteuses vont développer une parole plus évanescente, moins physique, moins corporelle, et qui relève plus du champ de la culture. Voilà, on peut dire qu'il y a ce glissement léger et très intéressant dans ce cinéma à partir des années 90-2000. Alors, on remarque que l'on trouve des éléments qui tendent à caractériser ce cinéma antillais pays, comme l'éveillé, la référence à la mort. Selon vous,
pourquoi ces éléments semblent si récurrents? Et encore, alors je me permets ce clin d'œil récent à la série Wish de Julien Dalle, qui commence, enfin qui commence pas, mais enfin il y a cette scène dans le cimetière à la mort donc du père de la jeune fille qui va reprendre l'industrie de son père, l'industrie musicale de son père, et franchement ça a fait chez moi un écho. Je me suis dit tiens, encore, même chez un jeune réalisateur, on retrouve encore cette référence à la mort, à la veillée, au chant, parce que la manière de chanter, ça fait comme s'il y avait quelqu'un qui prenait en charge comme un récit narratif. Alors, pourquoi cet élément, ces éléments, la veillée, la mort, sont-ils récurrents dans ce cinéma? Alors je pense que dans un premier temps, les veillées mortuaires, vraiment très présentes dans les premières années de ce cinéma, c'est un des éléments de spécification culturelle, socio-culturelle. C'est-à-dire que nous savons qu'aujourd'hui les veillées mortuaires se déroulent de manière un peu moins Oui, traditionnelle, mais je me permets de dire que dans mon enfance, comme dans mon adolescence guadeloupéenne, j'ai participé à des veillées mortuaires traditionnelles. C'est-à-dire que c'était quand même une pratique, c'était encore une réalité. Donc je pense que c'est un élément de spécification socio-culturelle, à l'image d'autres choses, les musiques antillaises, la figure du conteur créole, etc. Après, je pense que plus profondément, quand on observe que dans beaucoup de films de ce cinéma, on a le décès du protagoniste ou d'un personnage secondaire important dans les 15 à 25 premières minutes du exact. film, il y a quand même une morbidité qui est particulièrement surprenante. Oui, Et alors même quand ce sont des flash forward, comme on dit, des bonds en avant, c'est-à-dire que finalement dès le début, on sait que le personnage va mourir. Voilà. Et c'est ce que j'ai proposé d'identifier comme étant ce que j'appelle un tragique de début. Évidemment, le tragique, quand même, globalement, euh, assez souvent, on a la solution à la fin. Là, on est sur du tragique de début. Et je me suis demandé, ça reste une hypothèse, je me suis demandé si ce n'était pas une forme narrative en écho à la cassure originelle d'Avec le continent africain. Quelque chose qui est de l'ordre d'une perte originelle. d'accord. Voilà, très vite, on perd quelque chose. Il y a une cassure et il va falloir recomposer à partir de ça. Une forme d'esthétique du gouffre, pour reprendre l'expression utilisée par Édouard Glissant, cette question du gouffre. Le gouffre qui est finalement l'océan avec cette traversée interminable dans la cale du bateau négrier, le gouffre en tant que cale du bateau négrier, le gouffre qui est une projection vers l'inconnu, puisqu'évidemment, on n'a absolument aucune idée de ce qui va se Absolument. passer, Exact. avec des cosmogonies qui s'effondrent, etc. Voilà, mais ça reste une hypothèse. Mais c'est vrai que ce cinéma, pendant au moins une vingtaine d'années, un petit peu plus, construit, et là encore, je pense, de manière pas forcément très consciente, un tragique de début. Comme si on perdait quelque chose très rapidement, qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait réagir par la suite. D'accord. On retrouve la même chose en littérature, justement. Alors, le cinéma antillais pays est-il, selon vous, un cinéma de mémoire? Vous citez Glissant qui dit ceci: «J'appelle littérature nationale cette urgence pour chacun à se nommer au monde, c'est-à-dire cette nécessité de ne pas disparaître du monde et de courir au contraire à son élargissement». En quoi, selon vous, le cinéma antillais pays contribue-t-il à cet élargissement? Tout d'abord, je vais me permettre de dire que je trouve que c'est une citation magnifique. Parce que Glissant, en posant la chose sous cet angle-là, rappelle qu'on peut très bien faire nation sans forcément avoir un statut administratif associé. Il s'agit de dire qu'on est une réalité collective dans le monde et de s'exprimer à soi-même tout en s'exprimant aux autres. Ce qui ne retient rien évidemment au droit à revendiquer un changement de Bien statut. sûr. Mais voilà, il y a cette question du cri collectif qui finalement fait nation dans le grand concert du monde. C'est un cinéma de la mémoire, très rapidement oui, puisque les conteurs ou les narrateurs des films très souvent racontent les intrigues à leur manière. Et si je raconte une histoire à ma manière, on est beaucoup plus dans ce qui est de l'ordre de la mémoire que de ce qui est de l'ordre des faits, Les faits. avérés, recensés, vérifiés et inscrits dans ce qu'on va appeler l'histoire avec un grand H en tant que discipline. On a un très fort conflit ou une apposition systématique, quasi systématique, de la mémoire d'un côté
de personnages qui assument de raconter à leur manière, mais qui vont aussi raconter une histoire sensiblement vécue. Et de l'autre côté, l'histoire comme discipline qui, dans l'écriture des livres, eh bien, pendant très longtemps, ne va pas consigner un ensemble de données. Et ça rejoint également l'opposition entre l'oralité et l'écriture. En quoi ça concourt à l'élargissement? Je reviens sur le fait que c'est la mise en scène frontale d'une parole spécifiquement caribéenne et plus spécifiquement créolophone. Donc à partir de là, on se positionne très nettement dans une réalité spécifique, on aime beaucoup le mot spécificité, dans notre quotidien local, spécifique, particulière, qui déjà se distingue de la parole barbadienne, ou de la parole cubaine, ou de la parole surinamienne, etc. Et donc, ça veut dire quoi? Pour reprendre une jolie expression d'Osange Silou, première historienne du cinéma antillais, c'est amener ces petits œufs à soi et on les met dans le paquet de tous les œufs du monde. Et c'est ce qui fait la richesse du monde. Très bien. Alors, on poursuit la deuxième partie de cet essai. Vous l'appelez les résistants. Hein, vous soulignez que l'un des personnages majeurs de ce cinéma antillais pays est, et je vous cite, le résistant au système colonial esclavagiste ou post-esclavagiste, les nègres marrons. Alors, est-ce qu'ils sont, ces nègres marrons, tous traités de la même manière, ou alors ont-ils la même apparence, et que fuient-ils tous? Est-ce que ce sont tout au long donc de tous ces films les mêmes types de nègres marrons? Ce sont des questions à tiroir. Alors, non, évidemment, il y a différents types de nègres marrons. La première chose que je me suis permis de faire, c'est de distinguer les nègres marrons des résistants. Parce qu'on peut être résistant sans effectuer un marronnage. Et rappelons qu'il y avait une forme de résistance à même les habitations, en sabotant le matériel, en empoisonnant le bétail, parfois en empoisonnant les maîtres, etc. Et ce n'était pas au sens strict du marronnage. On a quand même assez souvent tendance, je pense, à tout mettre dans le paquet du marronnage. Et ça me semble parfois impropre, parce que si tout est marronnage, finalement, à un moment donné, plus rien ne l'est. Il faut quand même bien distinguer ce que c'est comme dynamique. Donc il y a les nègres marrons d'un côté et les résistants de l'autre. En particulier dans ce cinéma de Guadeloupe et de Martinique, je rappelle que Christian Lara revient à 3 reprises sur 1802, à savoir le rétablissement de l'esclavage par les troupes napoléoniennes suite à la première abolition de 1794, qui arrive quelques années après la Première République française. Événement historique qu'il importe de rappeler et que dont tout le monde ne se souvient pas forcément très bien. Les résistants de 1802 ne sont pas à proprement parler des nègres marrons, mais ce sont des résistants contre la domination coloniale et le rétablissement de l'esclavage. Les nègres marrons, finalement, on va retrouver un processus similaire à la mise en scène des conteurs. On commence par des nègres marrons historiques qui font physiquement ce déplacement de l'espace de l'habitation vers les montagnes. On peut citer en particulier Le sang du flamboyant de François Mijas, qui est un cas à part puisque Mijas est un métropolitain qui s'était installé en Martinique, qui avait épousé une comédienne martiniquaise, qui avait été invité par Aimé Césaire lui-même à s'installer en Martinique pour y devenir le premier formateur audiovisuel du bassin Antilles-Guyane, qui va reprendre l'histoire de l'un des derniers nègres marrons de Martinique, qui va réussir à faire courir les gendarmes du sud de la Martinique de 1942 à 1949. Donc on parle dans un premier temps de nègres marrons historiques. Et puis après, on va plus avoir des personnages qui vont se retrouver en situation de marronnage, c'est-à-dire qui, à un moment donné, vont décider de fuir un système qui est considéré comme étant un système d'exploitation économique ou culturel, plus globalement. Et je n'en dirai pas trop non plus, mais ce sont des avatars de nègres marrons qui peuvent très bien fuir les Antilles du début des années 2000 ou la société martiniquaise ou guadeloupéenne des années 80-90, toujours avec cette idée qu'ils vont faire une échappée d'un système qui est considéré comme étant économiquement injuste, oppressant, et dont la hiérarchie sociale
contient des éléments de continuité C'est ce que avec j'allais le dire. passé esclavagiste et Semble colonial. presque toujours la même. Et ce cousinage ou ce sentiment de continuité rejoint tout à fait la pensée des coloniales de nouveau. Très bien. Alors, vous abordez une autre figure de marronnage. Moi, j'ai bien aimé cette expression, les marrons hors sol. Qu'est-ce qui les caractérise, ceux-là, les hors sol? Oui, alors j'ai parlé de nègres marrons hors sol, bon, ça peut sembler un peu provocateur, mais c'est parce que ce sont des nègres marrons qui déjà ne sont pas de la campagne, ne sont pas de la ruralité. Ils sont ou des bourgs, par exemple dans Vagabond Chemin de Patrick Vallée en 1987, film quasiment inconnu, ou tout simplement le nègre marron de Jean-Claude Barny. Hein. C'est Oui. un nègre marron de l'espace urbain, fondamentalement, même s'il est en périphérie. Et pourquoi je dis hors sol? Parce que finalement, ce sont de nouvelles formes de marronnage, mais qui commencent à s'éloigner du modèle classique du marronnage. Et qui donc, modalités de marronnage qui vont aussi définir finalement de nouvelles significations. Mais ça, j'en dis pas trop puisque c'est dans le livre et que... Alors justement, on constate que ce cinéma, tout comme la littérature d'ailleurs, hein, est un reflet véritablement du processus historique des Antilles. Parce qu'on part effectivement de ce conteur, donc quand on regarde Rue Cazenègre, on voit effectivement qu'on se situe un peu après l'abolition, que voilà, on est département, je crois qu'on est déjà département ou pas encore dans l'histoire de Joseph Zobel. Ils sont pas encore département, je crois. J'ai un doute. Alors le C'est le basculement. livre de Zobel sort en 1950, donc on est encore en statut de colonie. Voilà, exactement. Puisqu'on va devenir logiquement département en 1946. Mais on voit effectivement qu'un certain nombre de choses se mettent en place. Et en fait, quand on arrive à Bargny, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans ces mêmes représentations. Les personnages ne se voient pas comme ceux, par exemple, de la rue Cazenègre. Non. On est effectivement dans autre chose. Donc, on voit bien que ce cinéma, donc Antillais Pays, colle quand même bien à une certaine historicité du pays. Oui, des pays. Je pense que c'est un cinéma qui, pendant en tout cas au moins 30 ans, je ne dis pas que ça n'est plus le cas aujourd'hui, hein, mais qui pendant au moins 30 ans est somme toute assez fidèle au réel antillais. Est un reflet assez... je reviens sur le mot fidèle, on peut en trouver d'autres, de ce réel. Parce que c'est un cinéma qui, dès le début déjà, va adopter une esthétique de réalisme social, qui a pu être influencée par certains cinémas européens des années 50-60, pour une raison assez simple, hein, c'est que les premiers porteurs de projets, les premiers réalisateurs, que ce soit Jean-Paul Césaire en Martinique, que ce soit Christian Lara en Guadeloupe, Peuzane Palsy en Martinique de nouveau, etc., sont une génération qui a été influencée par ce cinéma des années 50-60. Alors je rappelle rapidement la Nouvelle Vague en France, exact. Un petit peu avant le néoréalisme italien, entre les deux le flou cinéma anglais. Et comme pour beaucoup d'anciennes colonies au sens statutaire du terme, on s'en rend compte dans les cinémas maghrébins, on s'en rend compte dans les cinémas d'Afrique subsaharienne, etc., ou d'Amérique latine. C'est très souvent ce réalisme social, exact. Y compris du point de vue de l'esthétique, hein, des modalités de filmer. On filme les vraies rues, des fois on fait de la captation, j'ai envie de dire, directe de gens dans un marché créole, etc., pour rendre compte de réalités historiques et plus globalement sociales. Donc c'est un cinéma qui est dans ce formalisme-là et surtout dans cette urgence à dire une réalité, qu'elle soit historique ou qu'elle soit sociale. Alors ça tombe très bien parce que ça me permet de... ma prochaine question fait vraiment un écho à ce que vous venez de dire. Le traitement du paysage semble très particulier dans le cinéma antillais pays. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas très souvent quand des Occidentaux viennent filmer, par exemple, les Antilles, on retrouve certains clichés, certains topos même, pourrais-je dire. Et on ne retrouve pas cela, me semble-t-il, dans le cinéma antillais pays, la manière de regarder le paysage. Pourquoi? Là aussi, c'est une réponse à un regard de l'extérieur. C'est-à-dire que, et ça, cette question des paysages, elle est beaucoup plus traitée dans mon premier ouvrage,
en quête de l'espace et du temps, le cinéma antillais, il y a, et là de manière plus ou moins consciente, il y a chez ces différents réalisateurs et ces différentes réalisatrices le besoin de déconstruire une esthétique de la carte postale. Donc on va éviter de filmer les mêmes paysages, les mêmes pans du paysage insulaire. Par exemple, c'est un cinéma qui, dans les premières années, ne filme que très rapidement tout ce qui va être plage ou côte, qui est un lieu identifié comme étant le lieu du touriste ou de l'étranger ou de celui qui arrive de l'extérieur, et va se tourner vers l'intérieur des terres, la campagne, la montagne, les rivières, etc. Et donc il y a une forme de marronnage, entre guillemets, finalement, de ce cinéma. Dans les années 70-80 et encore un petit peu années 90, chose qui change avec une nouvelle génération de réalisateurs qui se positionnent dès 2010 et qui réinvestissent certains pans du paysage qu'on va rapidement qualifier de touristique, bon, pour diverses raisons, et peut-être aussi des questions de repositionnement par rapport à un public qu'on veut plus large que le public premier de ce cinéma antillais. Mais pour finir sur ce point-là, les différents paysages, les différents pans des paysages insulaires se voient attribuer des fonctions par les films du cinéma antillais pays. La rivière, c'est le lieu de l'authenticité première amérindienne, puis de la prise de parole du conteur créole. La montagne est évidemment le lieu de résistance par excellence, puisque c'est associé au marronnage, etc. Je ne vais pas donner toutes les clés, mais il y a une historicisation, entre guillemets, de ces paysages pour y inscrire une dramaturgie et une profondeur historique. Et ça rejoint tout à fait une des très grandes problématiques posées par l'œuvre d'Édouard Glissant. Cette question qui est de donner une profondeur historique et une lecture, un sens spécifique à ces paysages, justement pour s'opposer à l'idée que ce seraient des terres sans histoire, puisqu'il y a peu de monuments saillants, et que ce seraient des terres qui finalement devraient être réduites à la seule jubilation d'un regard extérieur, tout à fait, touristique, exotique, etc. Alors, ça ne veut pas dire que les réalisateurs de ce cinéma soient glissantiens, je ne le crois pas du tout. D'ailleurs, c'est une référence inexistante dans ce cinéma Édouard Glissant jusqu'au milieu des années 90 avec Guy Deslauriers, à travers les scénarios de Patrick Chamoiseau. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une démarche antillaise, pour reprendre une expression de Françoise Simassochi-Bronès, qui a fait un livre incroyable sur le roman antillais, personnage, histoire, fils du chaos, et qui analyse dans cette littérature antillaise, de manière très large, finalement un traitement similaire des paysages. C'est ce que j'allais dire. Et là, cinéma antillais et littérature antillaise, de nouveau, se rejoignent. Alors, je me rends compte effectivement que le cinéma et la littérature, le cinéma antillais pays, la littérature antillaise d'expression française, hein, je vais la limiter à cela, ont vraiment évolué en parallèle, mais on note tout de même qu'il y a eu très peu de romans antillais d'expression française qui aient été adaptés à l'écran. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ce serait compliqué? Est-ce que... Alors déjà, ça reste une question pour beaucoup de professionnels. D'accord. C'est-à-dire que je sais que certains professionnels, comme Séverine Gims, en tant que productrice, s'interrogent sur cette béance entre littérature antillaise et cinéma antillais. Les hypothèses que j'avance, on est vraiment au niveau des hypothèses. Je pense déjà je reviens sur cette urgence à dire un ensemble de choses. Je pense que les premiers porteurs de projets ont été dans une telle urgence de dire le pays qu'ils sont passés par leurs propres histoires. D'accord. Sans passer par la médiation de la littérature antillaise. Ensuite, ce qu'on peut peut-être avancer, c'est qu'on est face à une littérature qui, pour la plupart des auteurs, est une littérature qui a mis la barre très très haut du point de vue du langage et de la complexité narrative. On peut penser que comme on était face à des porteurs de projets, des réalisateurs qui n'étaient pas forcément très formés, ce qui ne retire rien à leur qualité. On voit qu'il y a des films très très bons qui sont faits par des réalisateurs qui n'ont pas fait 1 heure en école de cinéma, et c'est d'ailleurs le cas dans toute l'histoire du cinéma, hein, mondial bien sûr.
Mais quand vous vous posez la question de l'adaptation, il faut quand même avoir quelques outils pour vraiment réussir à transposer une œuvre littéraire en œuvre filmique. On peut penser qu'entre la hauteur de la littérature antillaise et une formation limitée pour les premières générations de réalisateurs, finalement, ils ont évité d'aller se frotter à quelque chose d'assez complexe. D'accord. On peut penser ça. Bon, ce sont quand même déjà de bonnes raisons. Maintenant, la vraie question qui nous concerne, c'est de savoir si la nouvelle génération de réalisateurs A envie. est prête Oui, à aller se frotter à la littérature antillaise. exact. Et cette question-là, me semble-t-il, est toujours pas résolue. Alors, dans la troisième partie de cet ouvrage, on arrive à la fin, hein, c'est mon avant-dernière question. Vous mettez l'accent sur le fait que le cinéma antillais pays serait fémifocal. J'ai beaucoup aimé cette expression fémifocal qui fait référence à matrifocal, mais vous êtes éloigné du matri qui fait référence à la mère pour parler de fémi, donc la femme en général, et vous distinguez trois figures, donc la mère créole, vous insistez bien, les femmes debout, hein, traduction de femme debout, et les femmes protagonistes. En quoi donc cette caractéristique contribuerait à l'aspect décolonial de ce cinéma, le fait qu'il soit fémifocal? Alors déjà, effectivement, je suis parti du constat qui était assez simple, c'est qu'il y a dès les premiers films de ce cinéma des personnages de femmes fortes. Que ce soit la mère créole au sens de la mère qui est dans un foyer où il y a une absence de père. Il y a souvent d'ailleurs une absence de père. Bien entendu. D'ailleurs, dans ce cinéma des années 70-80, elles sont quasiment toutes veuves. Comme ça, Oui, la question est oui, résolue. On n'a exact. pas besoin de parler de Absolument. l'ancien compagnon ou du père qui aurait été là à un moment donné. Et de l'autre côté, donc, les femmes d'Obout qui ne sont pas nécessairement des mères. C'est pour ça que je me suis permis de faire la distinction. Et évidemment, les mères créoles sont des femmes d'Obout, sont des femmes potomitan, Oui, comme oui. on le sait. Donc, ce constat-là m'a fait aller vers la matrifocalité. Ce que nous connaissons dans les sociétés caribéennes, par extension latino-américaines, encore une fois, des sociétés où un pourcentage extrêmement important de familles se construit sans présence masculine, sans présence de père en tant que fonction. Oui. Et donc, j'ai pensé à fémifocalité. Alors, c'est peut-être aussi lié au fait que je suis directeur de programmation d'un des festivals de cinéma de Guadeloupe, le FEMI. Et je me suis dit, tiens, fémifocalité, pourquoi pas. Il s'avère que c'est un anglicisme, c'est-à-dire que c'est un terme qu'on trouve dans certains articles d'anthropologie, très souvent sur l'Amérique latine, et qui a été utilisé avant que je ne le fasse dans ma thèse, dans un mémoire de master à l'EHESS, 2-3 ans avant. Donc c'est vrai que c'est un néologisme dans l'espace francophone. Alors en quoi la fémifocalité rejoint-elle le décolonial ? À partir du moment où vous désignez comme étant une problématique de structuration de société l'absence de père, qui était déjà là en situation esclavagiste, et par la suite la prise progressive de pouvoir, entre guillemets, des pères, qui revendiquent de plus en plus le droit à leur présence dans la structure familiale, et ça se voit avec la génération de Christian Grandmont avec Tête Grainée et de Jean-Claude Barny avec Neg Marron, entre autres. Plus récemment avec Julien Dalle. Je considère que ce sont deux générations qui se distinguent. Il y a trois étapes pour ainsi dire. On a progressivement la revendication des pères, finalement, à assumer leur fonction de père. De ce point de vue-là, Zion de Nelson Foy s'inscrit tout à fait dans cette tendance-là qu'il y a depuis le début des années 2000, hein, à peu près. À partir du moment donc, où il y a cette question de cette absence structurelle des pères et la nécessité qu'ils ont à se positionner progressivement dans le champ des familles, on est dans l'idée d'éléments de continuité avec le passé esclavagiste et colonial. Très bien. Avec la déstructuration des familles. Et donc là, on est encore dans une manifestation d'une situation décoloniale. Pour terminer cet essai, déjà merci beaucoup Guillaume Roubillard pour tous ces éclairages fort pertinents. La dernière partie de cet essai est consacrée au
cinéma antillais dans le monde. Vous abordez au moins 2 aspects. Les voix du cinéma antillais pays qui serait choral, hein. Moi, j'ai choisi le terme, choral et le cinéma antillais Lot-Bodlo. Qu'est-ce qui distingue ce dernier du précédent, c'est-à-dire le cinéma antillais pays? Et on va faire un lien aussi avec, l'Antillot, cinéma Tout-Bas. Oui, rapidement, on se rend compte que ce sont des cinémas qui se rejoignent sur beaucoup de points. C'est-à-dire que l'on va avoir l'importance de l'oralité dans les dispositifs narratifs dans les films. On a assez souvent des personnages de femmes fortes, bien qu'elles soient mises plus en difficulté dans le cinéma anti-Lot-Bodlo. C'est déjà une nuance qui est intéressante. D'accord. Par exemple, dans les comédies de Lucien Jean-Baptiste, on a une mère créole truculente interprétée par Firmin Richard, Oui, qui parfois est moquée. D'autres fois, ce sont des personnages qui peuvent être physiquement menacés. Ça n'arrive jamais dans le cinéma antillais pays, par exemple. Donc là, on a d'accord. déjà une différence de représentation. Donc des éléments de continuité avec, comme ça, des nuances. L'un des grands points d'écart entre ces deux cinémas, c'est qu'il n'y a pas de figure de conteur créole Oui. dans le cinéma antillais Lot-Bodlo, ce qui est assez logique finalement, C'est puisqu'il pas se trouve leur beaucoup moins en ces voilà, terres là-bas, exact. même si encore une fois il y a l'importance de l'oralité. L'autre point, c'est qu'il y a une désignation frontale dès les premiers films et jusqu'à aujourd'hui de la question du racisme. Or, le racisme dans le cinéma antillais pays est souvent évoqué, mais il n'est jamais frontalement désigné. Et là, on retrouve une parole de la courbe. Et on retrouve un traitement en courbe des conflits. Même si les films les plus récents tendent à aller vers des conflits de plus en plus frontaux, qui, selon moi, rejoignent, je suis désolé de le dire, une dramaturgie française. On pourrait réfléchir sur cette problématique-là, et plus largement européenne. Donc ça, ce sont les différences majeures entre ces deux cinémas, hein. Donc l'absence de conteur créole et puis la désignation frontale du racisme, du côté du cinéma entier, Lot Bodlo. Dans le cinéma antillais tout bas, donc tout bas en référence au tout monde d'Édouard Exact. Glissant, je parle bien de cinéma antillot quelque chose. Ce sont des films qui sont faits par des réalisatrices et réalisateurs un peu partout dans le monde, en dehors de la Guadeloupe, de la De l'espace, Martinique et voilà. de l'Hexagone. Donc ça va être le continent africain, l'Espagne, les États-Unis, etc. On peut penser en particulier au film de Zane Palsy, Une saison blanche et sèche, un film hollywoodien sur l'apartheid, Exact. en période d'apartheid en Afrique du Sud, par exemple. Globalement, on va se rendre compte qu'il y a des obsessions qui circulent comme ça dans ces films. On va retrouver la figure des femmes fortes, très souvent des dispositifs narratifs liés à l'oralité, même s'il n'y a pas forcément de conteur au sens strict. Tout à fait. Et puis les résistants qui sont plus ou moins associés à des nègres marrons, hein, toujours dans une opposition à un système de pouvoir, qu'il soit politique, qu'il soit policier, qu'il soit économique, qu'il soit Économique. culturel. Mais avec des formes différentes, bien entendu. L'image que j'ai, c'est qu'on a finalement le point de départ. J'allais parler, vous savez, du moment où vous lancez une roche comme ça dans l'eau et puis ça va faire des vagues, et donc vous allez Tout avoir à une fait. intensité qui décroît progressivement. On pourrait prendre une autre image, c'est celle de l'ouragan finalement. Il y a l'œil, il y a vraiment le noyau, c'est le cinéma antillais pays. Et puis après, vous allez vous éloigner comme ça, et vous allez avoir d'autres manifestations en vous rapprochant progressivement des bords finalement du phénomène. Et le D'accord. cinéma antillais tout de bord, ce sont encore une fois des éléments qu'on trouve dans le cinéma antillais pays, mais à un degré d'intensité qui n'est pas le même, Qui n'est pas le même. et suivant des formes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Ce qui tend à montrer qu'il y a véritablement des préoccupations, des obsessions chez ces porteurs de projets, autant scénaristes que réalisatrices et réalisateurs, avec une véritable cohésion de l'ensemble des films, eh bien pendant, encore une fois, 30 à 35 ans de ce cinéma, qui aujourd'hui emprunte d'autres voies, Exact. et que nous allons observer tout simplement, de toute façon, dans les années à venir. Mais de ce point de vue-là, on est vraiment face à un cinéma qui se distingue à l'intérieur de la production française, puisque du point de vue de la production, c'est dans un système français, et qui mérite tout à fait d'être désigné comme étant un cinéma antillais. Très bien.
Ben, Guillaume Robillard, docteur Guillaume Robillard, nous vous remercions donc pour cet entretien très riche. Donc en fait, nous pouvons retrouver, où pouvons-nous retrouver votre ouvrage? Je pense donc dans toutes les librairies, mais aussi donc à l'université dans le cadre des presses universitaires des Antilles. Nous vous remercions Merci Laure pour cet échange. et je vous dis à très bientôt. Avec plaisir.